Europe 1. 8h14 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Effectivement, et auteur du livre La Fracture. Bonjour et bienvenue sur Europe 1, Frédéric Dabi. Est-ce inédit, un président de la République à un tel niveau d'impopularité dans le baromètre mensuel de l'IFOP? Et ce qui est davantage inédit, Frédéric Dabi, ce sont vos mots. Vous qualifiez ce rejet d'épidermique et de viscéral. Est-ce qu'il y a une forme de radicalisation des jugements négatifs? Clairement oui. Ce n'est pas inédit qu'un président soit impopulaire. Dans l'histoire du baromètre IFOP-JDD, qui est le plus ancien de la Ve République, on a vu un François Hollande 3 fois avec 14% seulement de bonnes opinions en 2016, un François Mitterrand à la fin de l'ère Cresson à 21%, même Emmanuel Macron au moment des Gilets jaunes était à un niveau très bas. Mais ce qui frappe effectivement, c'est la personnalisation du rejet directement issu de la réforme des retraites. C'est clairement, comme nous disent les Français, c'est lui contre nous. Ça se traduit par un chiffre, 47% de personnes très mécontentes. Ceux-là seront difficiles à réembarquer dans le récit présidentiel. Et ce sentiment que le président a été sourd aux revendications de la rue. Quand les Français, dans cette enquête IFOP-JDD, pour motiver leur mécontentement, ne parlent que de la réforme des retraites, ils parlent moins du passage de 62 à 64 ans, pourtant au cœur du mécontentement, que la relation avec le président, le lui contre nous, et un président qui n'a pas écouté la rue, les manifestants, les syndicats, les oppositions. C'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de ce rejet qui est pour l'instant peut-être circonscrit dans le temps, épidermique. Lui contre nous, dites-vous, et dans son entretien au Parisien ce matin, Frédéric Dabi, le président concède, alors tout juste qu'il aurait dû se mouiller plus, ou mouiller la chemise dans le débat sur la réforme des retraites. Il redit qu'il va s'engager dans le débat public. Vous avez l'impression que c'est une campagne présidentielle qui se joue en ce moment? Vous avez raison, c'est un peu un retour vers le futur. Alors, se mouiller, c'est assez drôle, parce que pour les Français, c'était la réforme Macron, issue de sa campagne présidentielle. Rien à voir avec 95, où c'était moins Jacques Chirac qu'Alain Juppé. En 2010, Nicolas Sarkozy avait eu l'intelligence de se mettre plutôt en retrait. C'était la réforme Fillon, la réforme Éric Woerth. Là, c'était clairement la réforme Macron. Et c'est vrai que se réengager, c'est peut-être un début de mea culpa sur le mode je n'ai pas été assez là. Se réengager, c'est être présent, pas indifférent, déconnecté et redonner un souffle à ce mandat, peut-être pas mort-né, mais mal-né. Mais se réengager, être très présent, là on est sur un blast en termes de communication, c'est aussi réactiver cette relation qui aujourd'hui, ici et maintenant, est très envenimée. Mais alors comment on fait? Parce que hier, lors de l'émission Le Grand Rendez-vous sur Europe 1, CNews et Les Échos, l'éditorialiste France-Olivier Gisbert affirmait, Frédéric Dabi, que contrairement à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron n'avait pas le sens du pays, qu'il ne sentait pas la France. Est-ce que c'est ce qui ressort dans votre baromètre? Alors ce jugement est sévère, mais il est motivé par de nombreux chiffres. Le point faible quand on interroge les Français sur les traits d'image d'Emmanuel Macron, c'est le déficit de proximité aux préoccupations du pays. 19% seulement dans un sondage récent. À titre de comparaison, Marine Le Pen apparaît proche à 58%, quasiment 40 points d'écart. Qu'est-ce que c'est que la proximité? C'est connaître le pays et surtout c'est un petit peu le sentiment qu'il est parfois arrogant, méprisant, mais ce n'est pas le cœur du sujet. C'est l'idée pour les Français qu'il est déconnecté. Vous ne connaissez pas, Monsieur le Président, la vie des Français, leurs différentes difficultés. Pourtant, lui, il a quand même fait des efforts pour essayer de montrer qu'il les connaissait. Il y a eu l'itinérance mémorielle en 2018 avant les Gilets jaunes. Il y a eu ce grand débat, ce Tour de France où il a vraiment mouillé la chemise. Il y a eu des entretiens plus intimes, je pense au magazine Zadig, où il a essayé de faire une sorte de carte du tendre des villes, des lieux, des villages, des terroirs qu'il connaissait. Mais est-ce que ça parle à la France périphérique, à la France des communes, des petits villages, des petites villes et pas seulement des métropoles? Mais pour l'instant, non. Il y a toujours ce soupçon d'un président qui n'a pas souffert, qui n'a pas porté de stigmate, qui a tout eu très facilement. À tort ou à raison, c'est la perception du pays. Mais pour l'instant, il y a une sorte d'espace-temps. Les Français, et c'est assez frappant, n'ont pas fermé la page retraite. Il n'y a pas eu de purge. Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est avec les 100 jours? Qu'est-ce que c'est avec le nouveau cap? Avec cette très forte présence médiatique, ces déplacements sur le terrain, c'est purger. C'est passer à autre chose. Pour l'instant, les Français, sur cette question des retraites, ne passent pas à autre chose. On va en parler. Déconnexion, dites-vous, Frédéric Dabi. Puis il y a une formule très souvent employée à l'égard d'Emmanuel Macron, monarque absolu. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent la politique depuis un certain temps, on l'a dit plein de fois pour d'autres présidents, et puis il y a longtemps par rapport à François Mitterrand. François Mitterrand qui a créé le coup d'État permanent contre l'absolutisme de Charles de Gaulle. Emmanuel Macron incarne plus ce monarque absolu Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
François Mitterrand, le Sphinx. On a souvent débattu ensemble de l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. Mais là, c'est une sorte de conséquence de ce lui contre nous, de cette réforme des retraites qui était quasiment la seule mesure qui avait été mémorisée de sa campagne présidentielle. Il faut le dire, les Français ont voté en connaissance de cause. Ils savaient qu'il voulait la retraite à l'époque à 65 ans, mais celui contre nous, c'est le reflet de cette période récente où, alors qu'il a... C'est peut-être là où il aurait dû peut-être mouiller la chemise. Il n'a pas fait une grande émission, un grand moment de pédagogie, un peu comme le François Mitterrand à la Sorbonne avant le traité de Maastricht, peut-être même des grands moments d'explication présidentielle. Il était plutôt en retrait, en surplomb. On avait seulement des bribes, des petites phrases. Il n'a pas, je dirais, fait la pédagogie de cette réforme. Et donc voilà, le monarque absolu, c'est l'idée de celui qui impose une réforme dont les Français, aujourd'hui, ne veulent pas, quand bien même un jour, peut-être, ils tourneront la page. Et à l'inverse, du côté de la communication élyséenne, on insiste sur un président qui n'est pas empêché, qui n'est pas entravé. Est-ce que cela paraît uniquement comme de la communication pour la majorité des Français ? Clairement non. Reportons-nous en arrière, 9 ans dans ce studio, une des premières sorties médiatiques d'Emmanuel Macron. On l'interroge sur les ouvrières de GAD. Il dit qu'elles n'ont pas le permis de conduire, elles sont même illettrées. Il va sur le terrain le lendemain, il va au contact. Il s'échappe avec un leader de la CGT qui lui dit va te payer un costard. C'est un président mais alors là, ce sont des petites phrases provocatrices. Provocatrices, mais c'est un président qui va au contact. Son socle lui reconnaît. Alors, dans cet océan de mauvaises nouvelles pour lui, il y a quand même quelques éléments de moindre nuage. Son socle présidentiel tient. 3/4 de ses électeurs du 10 avril 2022 sont encore en soutien. Et que lui reconnaissent-ils? Un sens des responsabilités d'avoir tenu dans la tempête? Exactement, c'est vraiment l'idée. Il a passé des faces à la rue, le courage, la fermeté. Il embarque aussi des sympathisants de droite, même si la logique d'opinion qu'on a vue au moment des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, rempart face au désordre, face à la chienlit, cette logique d'opinion, malgré les violences, ne fonctionne pas. Pour beaucoup de Français, la chienlit, c'est lui. C'est là où un signe supplémentaire de cette relation envenimée. C'est quand même rude ce que vous dites, ou lucide. La chienlit, c'est lui, Emmanuel Macron. Mais dans ce cas-là, comment réactiver les choses avec les 3 chantiers à venir dont tu l'as parlé, cette grande loi sur l'immigration dont on a du mal à voir comment il va l'appliquer, la décliner. Comment va-t-il gouverner, Frédéric Dabi ? Il a un problème de méthode, des marges de manœuvre limitées à 2 niveaux. D'abord, le vote au cas par cas. Avec cette majorité relative, ça reste extrêmement compliqué. Michel Rocard était dans ce cas-là, mais il n'avait qu'une douzaine de sièges à rattraper. Il n'y a pas d'alliance visible à court terme compte tenu de l'état de LR à l'issue de cette réforme des retraites. Il y a également le 49.3. On a vu maintenant l'effet dévastateur. Même la Première ministre l'a elle-même intériorisé. J'ai bien aimé la phrase de Xavier Bertrand quand il a parlé d'un état de cohabitation pour lui. Il est dans cette situation de difficulté à faire passer ces textes, même si certains passeront. Et il a également une difficulté de méthode s'agissant de son gouvernement. Le gouvernement des experts, c'est-à-dire répondre à l'imaginaire des Français, mettre des experts, une sportive au sport, un médecin à la santé, un DRH à l'emploi. Les Français veulent de l'incarnation. Je pense que ça ne marche plus également. C'est dans ce cadre-là qui est dans cette impasse, qu'il a lui-même intériorisé avec ces 100 jours, ce nouveau cap pour tourner la page des retraites et montrer que son quinquennat, c'est 4 ans. Il lui reste 4 ans. C'est long, il y a cette ambiance de fin de règne, si je puis dire, mais qui n'est pas la réalité de la temporalité présidentielle. Il a la durée et il veut montrer l'utilité de ce quinquennat. Il a aussi un chemin. Les Français ne sont pas tous passionnés ou obsédés par les déplacements présidentiels, par les petites phrases. Ils veulent des résultats. Ils veulent un président qui change la vie. Oui, mais qui change la vie sur des sujets importants. Ils s'inquiètent, les Français, en tout cas une grande partie des Français, d'un affaissement du pays, avec toujours plus de dépenses publiques et des services publics qui, eux, se dégradent. Est-ce que ce sentiment, ou plutôt cette réalité, ça dépend du déclassement, elle devient de plus en plus prégnante aujourd'hui? Elle est prégnante. Le moment Éric Zemmour à l'automne 2021, c'était ça. C'était ce sentiment de la France qui tombe, du déclin qui se cristallise sur les grandes institutions santé, éducation, les 2 domaines qui ont fait l'objet de beaucoup d'annonces par Emmanuel Macron lors de son intervention, les institutions malades du pays. Et c'est vrai que tout ça joue beaucoup sur la confiance. Et puis, il y a des petits signes. Et un gros, vous l'avez cité, ces dysfonctionnements
des services publics. J'avais en tête un chiffre IFOP-JDD de l'automne dernier. 7 Français sur 10 considèrent que les services publics fonctionnent mal. Les services publics qui sont souvent le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Toujours dans l'émission Le Grand Rendez-vous, hier, nous recevions également la directrice de la Fondation IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, qui a souligné, elle, la fracture de plus en plus profonde entre une France, selon elle, qui travaille, et une autre France qui profite, qui fraude. Ce seraient les passagers clandestins du système. Est-ce que cette césure-là est aussi très présente, voire inquiétante? Oui, je la vois dans nos enquêtes. Il y a une réelle fracture entre ces classes moyennes, pas assez riches pour être aidées, trop riches pour être aidées, et pas assez riches pour pouvoir profiter de la vie. Ces classes moyennes qui sont en souffrance, qui sont très marquées par cette question de l'assistanat, la fameuse phrase que l'IFOP pose depuis des années: les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voudraient vraiment. C'est partagé à hauteur de 80% par ces catégories moyennes. Et puis 2020, transpartisan. c'est tout à fait très transpartisan. Et puis il y a aussi un objectif électoral. Ces classes moyennes, cette France du travail, très mécontente d'Emmanuel Macron avec cette réforme des retraites, le salariat, les 50-64 ans, ce sont aujourd'hui les segments où Marine Le Pen perce le plus. Qu'est-ce que c'est que l'élection présidentielle pour un candidat? Comment peut-il gagner? C'est d'abord embarquer cette France du travail. Nicolas Sarkozy arrive en 2007 avec le Travailler plus pour gagner plus. François Hollande en 2012, Emmanuel Macron en 2017, en 2022. Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient à touche-touche, si je puis dire, dans cette France du travail qui effectivement supporte de moins en moins que le travail ne paye pas. Un des éléments du programme d'Emmanuel Macron en 2022 qui avait été également très fortement mémorisé, c'était la contrepartie d'heures pour la collectivité en contrepartie du versement du RSA. Une grande partie des Français, Frédéric Dabi, a grandi dans l'idée collective que nous étions encore une grande puissance. Est-ce pour cette raison que le choc de la réalité est encore plus dur pour nous que par rapport à d'autres pays, peut-être en Italie, où ils se sont fait à cette idée depuis un certain temps déjà? Vous avez raison, le choc est là, le sentiment de déclin touche tout le monde. Dans les enquêtes Nouvelle Vague auprès des jeunes que j'ai utilisées pour mon livre, en 1999, 79% des jeunes disaient la France est une grande puissance. Ils ne sont plus en 2022 qu'à 51%. Cette idée de la France qui tombe, je suis très intéressé. On peut voir le verre à moitié plein. 51, mais ce qui compte, c'est aussi la pente, le chemin. Oui, comme dirait Jean-Pierre Raffarin. Oui. Entendant mal, les jeunes sont les plus confiants dans l'avenir du pays. Et je suis frappé de voir dans toutes les enquêtes sur l'image de la France deux logiques qui cohabitent. La France qui a malgré tout beaucoup d'atouts, on croit en notre pays, et la France qui manque de confiance en elle. Qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est aussi la logique de résultat qu'apporte le personnel politique. Est-ce que nous sommes sortis de juin 40? Est-ce que cette lancinante question, cette lancinante interrogation sur sommes-nous encore une grande puissance, les Français se la posent, même si il y a une logique d'opinion que je trouve très inédite depuis quelques mois. Avant, c'était malheur collectif, bonheur individuel. La France va mal, mais moi, dans mon village, ma ville, je me débrouille. Les choses se sont un petit peu inversées. C'est maintenant la France résiliente qui traverse des crises terribles, la crise terroriste, la crise du Covid, et moi, personnellement, je m'en tire de moins en moins bien. Il y avait un chiffre qui m'avait marqué sur la capacité d'épargne des Français. 2 tiers des Français ne sont pas en capacité de mettre un peu d'argent de côté à la fin du mois. Et c'était 12 points de plus par rapport à il y a une dizaine d'années. C'est ça aussi, ce renversement. L'autre question que les Français posent aux politiques, c'est un peu ce qu'a dit Agnès Verdier-Molinier dans votre émission hier, Sonia. C'est l'idée, je paye beaucoup d'impôts, je consens à l'impôt, mais je n'ai pas un retour sur investissement, notamment sur les services publics. Et vous la posez d'ailleurs cette question. En tout cas, les Français vous disent qu'ils se la posent. Où va notre argent? Pour conclure, Frédéric Dabi, qu'attendent encore les Français? En quoi croient-ils encore collectivement pour faire repartir le bateau amiral France? Ils croient quand même en leur pays, en sa capacité de résilience, je le disais, sa capacité à traverser des crises. Mais sur le court terme, le lien avec le politique n'a jamais été aussi envenimé. Je reprends le thème pour Emmanuel Macron. Le politique ne change plus la vie. C'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Quand les Français, on leur fait raconter l'histoire politique du pays, il y a la déception du quinquennat Chirac où il ne s'est entre guillemets rien passé. La déception, la trahison de Nicolas Sarkozy se travailler plus pour gagner plus. Là, par contre, il y a un fait nouveau, c'est que la défiance contamine le local. Pour la première fois, alors que les élus municipaux étaient des élus de référence pour les Français, c'est encore le cas, mais même chez eux, on a le sentiment qu'ils n'arrivent plus à peser sur le réel, peser sur le cours des choses. C'est en ça que dans l'objectif 2027, dans cette compétition, dans cette tripartition du champ politique entre
une gauche extrême et le Rassemblement national. C'est pour l'instant le RN qui est en tête, car il apparaît pour les Français comme l'alternative pour avoir des résultats. Et il reste 4 ans, puisque ce jour marque le premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP et auteur du livre La Fracture. Merci Sonia Mabrouk, merci Frédéric Dabi, excellente journée à vous.